Chers amis, bonsoir. Je suis heureux d'accueillir une nouvelle fois Benjamin Morel, qui était venu à plusieurs reprises, mais notamment à l'automne, nous présenter son histoire du Parlement. Il revient avec un nouveau livre, plus axé sur la conjoncture, Le nouveau régime ou l'impossible parlementarisme. Benjamin, je vais vous laisser le soin de présenter ce livre et ensuite, si vous le voulez bien, vous répondrez à nos questions. Je vous en prie. Avec grand plaisir. Écoutez, merci beaucoup, cher Bertrand, pour cette invitation. Puis merci à tous d'être venus ce soir. Merci à cette magnifique librairie de nous accueillir. Alors, comme vous l'avez évoqué, c'est un livre qui est un livre plus sur la conjoncture, évidemment. Pour vous faire un petit peu, je dirais, l'historique de ce livre, on a, au moment où je sortais le dernier ouvrage, eu un petit événement politique qui s'appelle une dissolution, et cette dissolution a quelque peu rebattu les cartes. Et la question qui était celle de ce livre, c'est dans quelle mesure, justement, eh bien, cette dissolution a ou n'a pas rebattu les cartes politiques. Est-ce qu'on vit une parenthèse politique? Est-ce que cette parenthèse politique, eh bien, elle va bientôt se refermer, ce qui est aujourd'hui le pari d'une bonne partie de la classe politique, ou est-ce qu'on est dans quelque chose de plus structurel? Et ça, ça impliquait de se poser des questions qu'on s'était déjà d'ailleurs posées dans le cadre du précédent ouvrage, c'est-à-dire quelle est la nature du régime, dans quelle mesure cette nature du régime est prévue par le texte de la Constitution, dans quelle mesure elle est liée également à des configurations politiques, à des habitus politiques, à des représentations collectives, et de l'autre côté, eh bien, au vu de ce qui semble se dessiner à l'avenir, quels peuvent être les chemins qu'empruntera la Ve République et qu'empruntera le régime dans les prochaines années. Alors pour présenter un peu ce livre, je vais suivre un peu le plan, hein. Je ne suis pas du tout de ceux qui veulent jouer le pas de spoiler en disant attention, achetez le livre, je ne vous dirai pas absolument pas ce qu'il y a dedans. Donc je vais vous en faire une présentation relativement synthétique. La première question qu'il faut se poser, c'est quelle est la nature du régime et dans quelle mesure la situation actuelle l'impacte de manière structurelle. Alors, quelle est la nature du régime? C'est un sujet qu'on avait déjà un petit peu abordé ensemble, mais j'y reviens parce qu'il faut vraiment l'entendre. Quand on parle de la Ve République, et rien que hier, j'étais devant des Québécois, j'étais invité par la délégation du Québec à Paris, et pour nos amis québécois, comme pour un certain nombre de journalistes étrangers qui nous interrogeaient lors de la crise politique, de la dissolution, comme la plupart du temps pour nous-mêmes, la Ve République, c'est un régime simple. Il y a un président, et le président domine complètement l'espace politique. C'est pas ce que nous dit le droit, c'est pas ce que dit la Constitution. En fait, ce que nous dit la Constitution, c'est qu'on a un président qui a des pouvoirs d'exception. Alors évidemment, il a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée, ça on l'a tous constaté il y a quelques mois. Il a également la capacité de soumettre un texte à référendum, c'est l'article 11 de la Constitution, mais il ne soumet pas n'importe quel texte au référendum. Il faut que le gouvernement propose un projet de loi, ou que le Parlement propose une proposition de loi et la soumette par motion. Ce n'est pas un pouvoir totalement discrétionnaire. Évidemment, il peut utiliser l'article 16. Cet article, il est aujourd'hui, et j'y reviendrai, l'un des points qui fait qu'il a une capacité d'action extrêmement importante, mais elle reste très théorique. On n'utilise pas l'article 16 tous les 4 matins. On ne dissout pas l'Assemblée nationale tous les 4 matins. On ne met pas n'importe quel texte à référendum tout le temps. Et donc ce qu'on appelle les pouvoirs propres en droit, c'est-à-dire les pouvoirs qui sont listés dans l'article 19 de la Constitution et qui sont dispensés de contre-seing, sont quand même très limités. Si on met de côté ces pouvoirs propres, et quel que soit ce que nous disent nos représentations collectives, on a en fait un pouvoir présidentiel qui est très limité sur la marche quotidienne de la vie politique. Il est en droit très limité. Prenez les lois de 1875, les lois qui régissent la Troisième République. Qui dispose du pouvoir réglementaire sous la Troisième République? Le président de la République. Qui en dispose sous la Ve République? Le Premier ministre. Qui dispose de la capacité de proposer une loi sous la Troisième République? Le président de la République. Qui en dispose sous la Ve? Le Premier ministre. On parle beaucoup de domaines réservés. Le domaine réservé, c'est une invention de Jacques Chaban-Delmas au congrès de l'UNR en 1961 pour calmer les députés gaullistes qui commencent à crier sur la politique algérienne. Mais qui dispose des forces armées sous la Troisième République? Le président de la République. Qui en dispose sous la Ve? Le Premier ministre. Alors oui, on va me dire, mais il est chef des armées, le président. Le roi des Belges l'est également. Et donc, on a affaire à un pouvoir, à des pouvoirs, à un domaine réservé
qui en fait en droit n'existe pas. C'est une invention, une conception politique. Alors on peut arriver à la retracer, hein. Historiquement, évidemment, je l'ai évoqué, il y a Jacques Chaban-Delmas. Ensuite, en 63, on a une grande grève des mineurs. De Gaulle dit à Pompidou, coltine-toi la politique interne et les problématiques qui font baisser dans les sondages, parce que moi j'ai perdu 10 points, je m'occupe de la politique internationale. Plus tard, on va avoir, dans la période de cohabitation, la volonté, que ce soit pour Jacques Chirac, pour Édouard Balladur ou pour Lionel Jospin, de devenir calife à la place du calife, et donc de devenir président à la place du président, et donc de ménager cette fonction présidentielle. Mais en soi, on est uniquement dans des pratiques politiques, dans ce qu'on appelle en droit des conventions, et on est dans des représentations collectives. Alors, une fois que j'ai dit ça, le contre-argument général, c'est « Ouais, mais tu joues ton juriste. » Ok, très bien, peut-être qu'elle dit ça, la Constitution, mais moi je sais que le président de la République, il a du pouvoir. C'est vrai. C'est vrai, enfin je veux dire, on n'a pas vécu dans un monde parallèle en considérant que Emmanuel Macron de 2017 à 2022 était Jupiter sur Terre, de même que Nicolas Sarkozy ou François Hollande avaient un pouvoir gigantesque. Néanmoins, ce n'est pas inscrit dans la lettre du droit. C'est inscrit dans un phénomène politique dont on avait déjà un petit peu parlé la dernière fois quand on évoquait la Ve République, mais qu'est-ce qui se passe en 1962 ? On arrive bien à analyser en sociologie électorale. On a un référendum. Ce référendum, il porte sur l'élection au suffrage universel du président de la République. Derrière, le général de Gaulle dissout parce que Pompidou tombe sur la guerre. Il y a quelques mois, je vous aurais dit la seule motion de censure qui passait sous la Ve République. La vie politique va très très vite sur la première motion de censure qui est passée sous la Ve République. Donc, et cette dissolution amène pour la première fois à un effet de ricochet sur une élection sur une autre. Et on retrouvera ça ensuite dans plusieurs élections législatives. Une élection législative précédée notamment d'une présidentielle entraîne en fait un jeu de mobilisation différentielle. On dit beaucoup les Français veulent donner une majorité au président de la République, c'est pas ce que dit la sociologie électorale. Ce que dit la sociologie électorale, c'est que en cas d'élection présidentielle préalable, ensuite on a une démobilisation de l'électorat de l'opposition qui permet au président de la République de disposer d'une majorité. Et donc, comment ça se passe? Certes, j'ai un président qui a peu de pouvoir en droit, mais si jamais il est élu, eh bien derrière, il dispose d'une majorité par ce jeu-là. Et disposant d'une majorité, eh bien, qui contrôle l'Élysée, contrôle le Palais Bourbon, qui contrôle le Palais Bourbon, contrôle Matignon, qui contrôle l'Élysée, contrôle tout. C'est lié à ce jeu de ricochet sur l'élection législative. C'est pas ce qui s'est passé en 2024. Et en 2022, ça s'est pas très bien passé non plus parce que on a eu une élection présidentielle un peu passée sous les radars. Une fois qu'on a dit ça, il y a deux façons de concevoir les choses. On dit, très bien, en 2027, on va avoir une nouvelle élection présidentielle. Et derrière, le président élu, probablement, fera une dissolution de l'Assemblée nationale. Ça redonnera une majorité absolue et au retour à ce que nous connaissions naguère. Sauf qu'il y a un deuxième facteur qui permet cette situation-là. Ce facteur-là, c'est la bipolarisation de la vie politique. Ce qui stabilise la Ve République, ce n'est pas seulement les institutions. C'est d'abord qu'on va avoir une bipolarisation très forte de la vie politique. Or, le scrutin majoritaire à deux tours, le scrutin majoritaire qu'on connaît actuellement, eh bien, ce scrutin majoritaire à deux tours, on a l'impression, on a le sentiment qu'il donne nécessairement des majorités. C'est pas vrai. C'est une vue de l'esprit. On l'a mis en place depuis le Second Empire, et il n'en a pas donné sous la Troisième République, et il n'en a pas donné avant 1962. Donc l'idée qu'il y aurait une conséquence magique du mode de scrutin qui ferait que tout d'un coup, on aurait un effet de ricochet qui induirait forcément une majorité absolue, c'est faux. C'est une situation historique très particulière qui est induite par la bipolarisation de la vie politique post-1962. Et cette bipolarisation de la vie politique, couplée à l'effet ricochet, induit des majorités absolues et un fait majoritaire. Résultat, président de la République, je suis élu, j'obtiens une majorité et j'ai un pouvoir quasi absolu. Mais, et ça ne vous a pas échappé, on n'est plus en période de bipolarisation. Peut-être y reviendra-t-on à moyen terme, mais à court terme, en tout cas, on n'est plus en période de bipolarisation. Et j'ai tendance à penser que nous n'y reviendrons pas rapidement. Prenez une enquête qui avait été faite par l'Institut Odoxa juste avant le premier tour des dernières législatives. 47% des Français voulaient voter contre le NFP.
44% contre Emmanuel Macron, 41% contre Marine Le Pen. Les dernières élections ont été un concours d'épouvantail. Chaque parti de l'opinion veut évidemment la cohésion et l'union nationale, sauf avec les deux autres épouvantails. Et donc on a une tripartition de l'opinion qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on a quelque chose qui s'inscrit profondément dans notre paysage politique. Et cette tripartition, ce qui me laisse à penser qu'elle est relativement structurelle, c'est que, encore une fois, elle n'est pas que liée à un candidat, etc. Elle semble aujourd'hui très inscrite dans le paysage politique et dans la sociologie électorale, et que, qui plus est, elle n'est pas franco-française. Remontons il y a quelques jours en Allemagne, intéressant, AfD à 20%, Die Linke plus Wagenknecht. 14. Alors, 14 en effet, et quand on regarde à qui Wagenknecht pique des voix, c'est pas d'abord à l'AfD. Donc l'idée qu'une gauche qui serait une gauche anti-immigration irait chercher à l'électorat d'extrême droite des voix, on n'a pas tant vu que ça au Danemark, quoi qu'on en pense, et on l'a pas forcément non plus vu en Allemagne. Donc on voit qu'il peut y avoir un électorat anti-immigration de gauche qui votait déjà à gauche, qui continue à voter à gauche, et pour d'autres formations politiques. Ça veut dire qu'on a également en Allemagne une tripartition de la vie politique, aujourd'hui très ancrée. Et entre les deux, vous avez un centre qui tente de gouverner ensemble, mais qui par définition finit peu à peu écrasé, parce que lorsque vous faites des grandes coalitions, ce qui va arriver bientôt en Allemagne, avec probablement une alliance CDU-CSU-SPD, ou ce qui arrive en France avec cet attelage un peu baroque qui ne renverse pas François Bayrou de LR jusqu'au PS, eh bien c'est que vous donnez le sentiment que la seule alternative, ça devient soit la gauche de la gauche, soit la droite de la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite. Je ne rentre pas ensuite dans les débats qui seraient des débats idéologiques, mais vous comprenez l'idée. On a une tripartition, et cette tripartition, si on a une alliance des centres, eh bien peu à peu, le centre finit par perdre des plumes et il finit écrasé. Et donc, on est là dans une situation qui est une situation où l'idée qu'un président de la République disposerait demain d'une majorité absolue et pléthorique est tout sauf évidente. Ce n'est pas ce que disent les cartes électorales. Et donc, à partir de là, on a une forme aujourd'hui de déni par rapport à cette situation qui est assez naturelle. Quand vous regardez 1958, la plupart des partis disent il y a un mot mongolien, et ce mot mongolien, une fois que le général de Gaulle sera parti, retour aux vieilles pratiques, on trouvera un nouveau René Coty, un nouveau Vincent Auriol, on le mettra à l'Élysée, le pouvoir reviendra à Matignon et surtout au Palais Bourbon, et la parenthèse présidentialiste aura été une parenthèse gaullienne. Mais aujourd'hui, eh bien, on a à peu près le même déni de la part des formations politiques. Quand vous parlez aux formations politiques, on vous dit, en fait, ouais, très bien, on attend 2027. Écoutez le dernier discours d'Édouard Philippe devant ses militants, il vous dit, 2 ans, c'est long quand même. Voilà. Mais dans 2 ans, ça sous-entend que dans 2 ans, retour à la normale, moi, Édouard Philippe, président de la République, je disposerai d'une majorité, et puis là, on sera en ordre de bataille pour vraiment gouverner, parce que, entendons-nous bien, s'il n'y a pas un président puissant, ça ne roule pas. Qu'est-ce qu'on fait si ça ne marche pas? Si ça n'est pas qu'une parenthèse? Qu'est-ce qu'on fait si, on a un système qui ne produit toujours pas de majorité? En fait, on a 2 voies. Soit on considère que, on va devenir un pays très étrange, très bizarre, comme d'autres pays très exotiques, que sont le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, la Suède, la Finlande, la Norvège, la Grande-Bretagne, l'Irlande, je peux vous passer à peu près tous les pays européens, enfin pas à peu près tous les pays européens, sauf la Russie et la Biélorussie, pour vous dire que voilà, on a un régime parlementaire qui fonctionne sur une base parlementaire. Ça implique tout de même de franchir quelques obstacles. On l'a dit, le scrutin majoritaire à 2 tours ne produit pas des majorités. Forcément. Il peut en produire, mais là, il n'en produit plus. Et là, il faut sortir d'une vision, je dirais, qui ferait du mode de scrutin une forme de fin en soi. J'ai des collègues qui disent « moi, je suis pour la proportionnelle » ou « moi, je suis contre la proportionnelle ». Je suis pour le scrutin majoritaire. En fait, le mode de scrutin, c'est un instrument. Le mode de scrutin majoritaire à 2 tours, c'est pas un mauvais mode de scrutin. C'est un mode de scrutin qui fonctionne bien dans 2 contextes. Quand j'ai des partis notables, fin 19e siècle, et quand j'ai une forte bipolarisation. Ça produit de l'alternance et des majorités claires, très bien. Mais quand j'ai pas de majorité, quand j'ai pas de bipolarisation et quand j'ai pas de parti notable, ça produit des dysfonctionnements. Par exemple, fin de la Troisième République.
Ça produit du dysfonctionnement, pourquoi? Parce que ça ne forme pas de majorité, ok, très bien, la proportionnelle non plus. Enfin, il y a entre 50 et 80 formes de proportionnelle, on pourrait y revenir. Mais ça ne forme pas de majorité. Et ça bloque mon système d'alliance. Aujourd'hui, prenez par exemple l'attitude des socialistes ces dernières semaines. On a dit, les socialistes, vraiment, au mois de décembre, ce pas des gens raisonnables. Ils ont voté une motion de censure. C'est intéressant d'ailleurs, la motion de censure, on pourrait y revenir dans les questions si vous voulez. Dans aucun pays européen, on reproche à l'opposition d'avoir voté une motion de censure. Normal pour une opposition. En France, c'est pas responsable quand même, une opposition qui ose renverser un gouvernement. Ce qui montre bien qu'on a quand même là-dessus des représentations de ce que doit être le régime qui sont très bizarres au fond. Vous n'êtes pas responsable, vous avez renversé le gouvernement, vous imaginez ça se fait pas, c'est pas bien. Une opposition, a priori, c'est la base. Donc, voilà. Mais nonobstant ce point, on dit les socialistes ne sont pas raisonnables, ils ont renversé le gouvernement. Et quelques semaines plus tard, accord avec Bayrou, etc., sur le budget, le Parti socialiste retrouve le sens de la responsabilité. Il fait honneur à Jean Jaurès, il fait honneur à François Mitterrand, il fait honneur, etc., parce qu'il n'a pas voté la motion de censure. Voilà un vrai parti de gouvernement. C'est de la com, c'est une approche morale de la politique qui est fondamentalement contre-productive pour comprendre ce qui se passe. Si jamais je suis un député socialiste, comment est-ce que j'ai été élu? J'ai été élu grâce à l'union de la gauche. La gauche fait moins de voix en 2022 qu'elle n'en fait en 2017, mais elle a 3 fois plus de députés. Pourquoi? Parce que l'union. Parce que dans un mode de scrutin majoritaire à 2 tours, si je pars désuni, je suis mort. Deuxième élément, eh bien, les circos NUP de 2022 sont des bonnes circos qui ont été essentiellement à la FI. Parce que Jean-Luc Mélenchon écrase le match en 2022. Les circos de 2024, gagnés en 2024 par la gauche, qui n'étaient pas acquises en 2022, sont des circos compliqués. Elles sont pour beaucoup des circos socialistes et écologistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis un député socialiste, en 2024, je me retrouve avec une circo compliquée, qui a été gagnée grâce à l'union de la gauche, et qui est probablement perdue en cas de division de la gauche. On va dire, oui, non, mais ces gens-là devraient quand même penser à l'intérêt général, vous comprenez bien, parce que, bon, leur nombril, ça va, mais si je suis un député socialiste, c'est quoi ma vision de l'intérêt général? A priori, c'est plutôt l'application du programme du Parti socialiste. Et donc, si je décide de faire harakiri à mon parti, pour faire passer un budget qui n'est pas vraiment un budget auquel je crois, le budget de François Bayrou, le risque, c'est que derrière, qui incarne la gauche demain? Ben, Jean-Luc Mélenchon. Moi, je suis mort, j'existe plus. Et mon rêve demain de voir le programme du Parti socialiste appliqué, il disparaît. Donc là, vous voyez que le problème, c'est pas un problème de morale, c'est pas non plus un problème de culture politique, ça aussi c'est magique. Non, mais on a un problème de culture politique, on fait pas des coalitions, etc. Regardez, on n'a pas fait de coalition en 2007. Bah oui, en 2007, l'UMP, qui avait une majorité absolue, a pas dit au Parti socialiste. Et si on faisait une coalition, ce serait sympa? Non, c'est absurde. On n'a pas un problème de culture, on a un problème de structure. Et la question du mode de scrutin renvoie à un problème de structure. Dans un mode de scrutin majoritaire à 2 tours, je suis prisonnier de mes accords préélectoraux. Et comme je suis prisonnier de mes accords préélectoraux, eh bien, ce faisant, je ne peux que difficilement faire des accords post-électoraux. Et donc aujourd'hui, le mode de scrutin est devenu un élément réellement bloquant du système politique. Et encore une fois, pas parce qu'il est mauvais, juste parce qu'il n'est pas adapté au contexte. Une fois qu'on a dit ça, et là on revient sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, en termes de perpétuation des représentations. Il faudrait évoluer vers un mode de scrutin proportionnel. Encore une fois, il y a entre 50 et 80 formes de proportionnel. Je fais du mal à mes étudiants, mais c'est un auditoire captif. Quand je rentre dans une dissertation sur les modes de scrutin pendant 4 heures, je ne vous infligerai pas ça. Si vous avez des questions, on y reviendra. Mais quoi qu'il arrive, si jamais on ne change pas de mode de scrutin, on a un blocage du système politique. Le problème, c'est qu'avec une proportionnelle, sauf à proposer par exemple ce que propose le RN, c'est-à-dire une proportionnelle avec une prime majoritaire de 25%, ce qui leur permettrait d'obtenir une majorité absolue à coup sûr, c'est pas fou. Voilà, chacun trouve les intérêts dans le mode de scrutin qu'il souhaite, mais si on est dans une proportionnelle, on va dire pas trop délirante, ça signifie quoi? Ça signifie que on change
fondamentalement de modèle et de régime. Or, quand vous vous appelez Laurent Wauquiez et que vous voulez devenir président de la République, quand vous appelez François Hollande et que vous voulez redevenir président de la République, enfin il le nie, mais on va dire que peut-être il pense. Quand vous vous appelez Marine Le Pen ou quand vous vous appelez Olivier Faure, etc. Si jamais vous considérez qu'on change de mode de scrutin, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que vous entérinez le fait qu'il n'aurait plus jamais de majorité. Autrement dit, vous faites le deuil de la présidence impériale pour lequel vous avez construit toute une stratégie politique individuelle et collective. Et ça, c'est coûteux. Vaut mieux croire que c'est une parenthèse. La proportionnelle est nécessaire pour arriver à fluidifier le système et à le rendre plus gouvernable. Mais elle condamne la présidence impériale que vise aujourd'hui une grande partie de la classe politique. Et donc, pour arriver à accepter l'idée que, eh bien, on a changé de système et qu'il allait falloir reconfigurer les ambitions, eh ben, on parlait tout à l'heure de 58, ça va mettre plus de 10 ans à beaucoup de partis politiques pour comprendre qu'on avait changé de régime et qu'il allait falloir prendre les élections présidentielles au sérieux. Là, il va falloir sans doute du temps pour que les partis politiques et que pour les personnalités politiques, eh bien, réadaptent leur stratégie pour dire, en fait, moi je ne vais peut-être pas être président de la République, je vais être Premier ministre d'une coalition, et donc ça implique de changer quelque peu de mode. En attendant, eh bien, on risque d'être en crise relativement structurelle. D'autant plus structurelle que même si on passe à la proportionnelle, on ne désactive pas l'autre facteur que j'évoquais. En d'autres termes, eh bien, vous ne gouvernez que difficilement contre 50% de l'électorat et un tiers de votre assemblée. Vous aurez toujours un tiers de RN et 15%, 20% de l'AFI. Et si vous ne gouvernez pas avec eux, eh bien, vous êtes obligé de gouverner au centre, dans des alliances de bric et de broc, qui sont des alliances perdant-perdant. Hein. Et donc, ce faisant, ça devient compliqué. Et donc, dans ce jeu-là, on a une crise structurelle, et j'évoquais tout à l'heure l'Allemagne, d'un grand nombre de pays occidentaux, dans lequel les centres se trouvent pris en étau, et donc soit se font dévorer, notamment par l'extrême droite si on regarde l'Italie, soit tentent de tenir une position hexagonale, mais dans lesquelles ils fondent de plus en plus, rendant peu à peu le système de plus en plus ingouvernable. Actuellement, une nouvelle dissolution réglerait-elle la chose? Probablement pas. Et si jamais vous avez une majorité absolue, RN plus l'AFI, ils ne gouverneront pas ensemble, hein. Mais vous faites comment? Vous ne faites pas. Vous ne gouvernez pas. Si jamais vous avez une majorité absolue des partis du gouvernement, ce n'est pas une position de ma part de dire qu'un parti de gouvernement ou pas, c'est peut-être triste, mais étant donné que le centre est au centre et qu'il peut rentrer dans des jeux d'alliance à géométrie variable, celui qui qualifie un parti de gouvernement à l'alliance acceptable, c'est le centre. Si les macronistes disent, et les LR disent, je ne m'allie pas avec le RN, je ne m'allie pas avec la FI, ces partis sortent du champ d'alliance parce que comme ils ne sont pas capables de s'allier entre eux, eh bien ce faisant, il faut forcément passer par le centre. Et donc dans cette configuration-là, vous avez un resserrement du jeu des alliances au centre qui devient de plus en plus instable. Parce que le jour où il faut faire une alliance de LV à LR, de Sandrine Rousseau à Bruno Retailleau, ça va être rigolo. Voilà. Autant vous dire que c'est pas stable, hein, et que ça marche pas. Donc le risque, c'est celui de l'instabilité. Et ce risque d'instabilité, si on veut le surmonter, il faut essayer de penser ce problème politique, et il faut à minima réformer le mode de scrutin pour que ce soit plus fluide et plus stable. Parce que le risque, et là c'est mon côté Cassandre, c'est que si on ne fait pas ça, on risque d'avoir une fuite en avant du libéral. On dit beaucoup l'illibéralisme, en fait, c'est un leader populiste qui arriverait et qui tout d'un coup utiliserait les institutions pour mettre en place un régime de plus en plus autoritaire. C'est une possibilité. Et notre constitution ne nous protège absolument pas contre ça. Là, Trump, aujourd'hui, fait des choses étranges aux États-Unis, mais il y a malgré tout encore des contre-pouvoirs. En France, si jamais vous aviez un Trump demain, il n'aurait qu'à utiliser l'article 16 en disant « Mélania, ce matin, petit article 16 », il enverrait un SMS à Yael Braun-Pivet
un SMS à Gérard Larcher, un SMS à François Bayrou, et il ferait une allocution à la télévision, et au revoir la démocratie. Notre Constitution n'est absolument pas armée pour se protéger contre des dérives illibérales. Elle a été faite en partant du principe que la mère de tous les maux, c'était l'instabilité parlementaire. Ce faisant, elle a doté l'exécutif et notamment le président de la République de pouvoirs d'exception qui peuvent lui permettre de renverser le système s'il le souhaite. Tant que c'est des gens relativement raisonnables. Malgré la dissolution, j'inclus Emmanuel Macron. Ça marche. Et le jour où vous avez vraiment quelqu'un qui veut turbuler le système, il peut. Mais sans même aller jusqu'à un fou à la tête de l'État. Le danger qui est plus sournois, c'est justement celui d'une instabilité qui, pour être conjurée, nécessiterait qu'on trouve des voies. Prenez justement le débat qu'on a eu sur le budget. Très bien. Au mois de décembre, le 31 décembre, on n'a pas de budget. C'est une horreur, c'est une infamie, le monde va s'effondrer, avec qui plus est plein d'hyperboles lancées à ce moment-là. Vous comprenez, il n'y aura plus de carte vitale, et puis tout d'un coup, les administrations ne fonctionneront plus, les fonctionnaires ne seront plus payés, nous mourirons tous dans le caniveau parce que la France n'aura pas de budget. Il y a plein de pays européens qui n'ont pas de budget au bon moment. On a pratiqué ça également sur les 4e et 3e Républiques. Il y a des mécanismes constitutionnels. C'est possible. D'accord ? C'est pas l'idéal, attention, hein, il y a des conséquences économiques, mais résultat, le fait qu'on ait tout dramatisé fait qu'ensuite, aller expliquer sur les plateaux de télévision que si, il faudrait quand même qu'il y ait un budget, qu'il y avoir des conséquences économiques, vous étiez complètement inaudible parce que vous aviez quelques-uns qui auparavant avaient dit qu'il allait pleuvoir des grenouilles. Or, comme des grenouilles n'avaient pas plu et que le soleil s'était levé, eh bien, on se retrouvait dans une situation où finalement plus personne ne croyait qu'il pouvait y avoir un problème à ne pas avoir un budget. Mais malgré tout, c'est un problème. Mais c'est pas l'effondrement. Or, si jamais il n'y a pas de budget, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut par exemple utiliser la voie des ordonnances. Vous avez une interprétation de l'article 47 de la Constitution qui permet par exemple de considérer que si jamais vous n'avez pas de budget au bout de 70 jours et que les deux chambres n'ont pas rejeté le budget, ou n'ont pas approuvé, mais en l'occurrence ne l'ont pas rejeté, eh bien, le Parlement, comme c'est les deux chambres qui parlent raccord, eh bien, vous pouvez, en tant que gouvernement, appliquer le budget par voie d'ordonnance. Juridiquement, il n'était pas délirant de penser que Michel Barnier, même renversé, aurait pu dire « Écoutez, j'ai été renversé sur mon PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est pas grave. Ça fait 50 jours, ce PLFSS sur lequel je suis tombé, et je l'applique par ordonnance. » C'est problématique, parce que, et vous le savez bien, la responsabilité du gouvernement devant le Parlement, sous la Restauration, se fonde à l'origine sous le contrôle budgétaire. En France, en Grande-Bretagne, c'est une dérive de l'impeachment, la responsabilité pénale qui conduit à la création de ce qu'on appellerait aujourd'hui les motions de censure. Mais en France, c'est le contrôle budgétaire qui instaure la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Je fais sauter ça sur une modalité qui a été appliquée en 1860 par Otto von Bismarck, qui a beaucoup de qualités probablement, mais il n'était pas particulièrement démocrate. J'évoquais l'article 16. J'ai quelques collègues qui ont ouvert la fenêtre d'Overton en disant si on n'a pas de budget, c'est simple, on n'a qu'à utiliser l'article 16. Le président déclenche l'article 16 pendant quelques jours et il applique le budget par voie d'ordonnance. L'article 16, il a été fait et pensé par De Gaulle comme étant quelque chose qui devait permettre de pallier l'effondrement de l'État à la suite de 1940. Pas de faire passer un budget parce qu'il n'y avait pas de majorité pour le voter. Le risque de tout ça, c'est que parce que vous n'avez pas de budget, eh bien vous dites, au fond, pourquoi pas? Si François Bayrou était tombé sur le budget, là, au mois de juin, on n'a toujours pas de budget, combien de temps est-ce qu'on aurait résisté à ça? Et est-ce que collectivement, et je parle de ça en tant que fonctionnaire, est-ce qu'au fond nous n'aurions pas poussé à un lâche soupir de soulagement en disant bon, très bien, on a mis un peu entre parenthèses l'état de droit, la constitution, la démocratie, tous ces trucs-là, mais on a un budget. Et si on le fait là, pourquoi pas pour autre chose? Et au fond,
est-ce que ces institutions, elles ne posent pas un certain nombre de problèmes? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux se passer de tout ça? Un jour, je répondais à une interview et on me disait, à propos de l'Allemagne, Friedrich Merz va mettre 2 mois à composer un gouvernement. Vu la période, c'est très long. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, comme ça, directement pouvoir gouverner? Prenons un autre exemple. Cet été, on a découvert qu'on pouvait se passer de gouvernement. Et je me suis amusé, j'ai regardé un petit peu dans la doctrine juridique. Est-ce que quelqu'un s'était posé la question de qu'est-ce qu'on fait si le président veut nommer personne? Ben, en fait, on ne s'était jamais posé la question. Alors là, Emmanuel Macron a nommé quelqu'un au bout de 2 mois. On peut discuter cette pratique, on en avait discuté, je crois, lors d'un précédent entretien. C'était pas particulièrement habile d'agir comme ça. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que Barnier, ensuite, s'est pris le bouillon. Mais le gouvernement Attal n'a pas abusé de ses pouvoirs et objectivement, l'expédition des affaires courantes a été suivie. Juridiquement, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais ça ouvre une voie, c'est-à-dire que moi, président de la République, je suis élu demain et je me rends compte que je n'ai pas de majorité. Je ne suis pas forcément un dictateur en puissance, mais je n'ai pas de majorité, quel que soit le gouvernement que je nomme, eh ben, il va tomber. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire, voilà, je vais nommer quelqu'un, vous allez le faire tomber, c'est vrai. Mais il va rester quand même. Il va rester pendant 5 ans parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre alternative. Et que ce faisant, eh ben, comme le gouvernement, c'est quoi l'effet d'une motion de censure? L'effet d'une motion de censure, c'est de forcer la démission à un gouvernement. Donc un gouvernement qui est déjà tombé ne peut pas retomber. C'est un gouvernement mort-vivant. Or, vous ne tuez pas un mort-vivant. Il est immortel. Donc ce gouvernement, il n'est pas responsable devant le Parlement. Mais en même temps, les affaires courantes, la théorie des affaires courantes fait que plus ce gouvernement va rester en place, plus il va avoir des pouvoirs qui vont se rapprocher d'un gouvernement de plein exercice. Et donc au bout de quelques années, j'aurai un gouvernement intouchable, mais qui aura des prérogatives extrêmement larges. Qu'est-ce que je fais face à ça? Je viens d'abolir le régime parlementaire. Et je l'ai fait parce que j'ai constaté qu'il y avait un blocage et pas forcément fait parce que je voulais le faire. Et ce faisant, on a changé de système, on a basculé de système. Donc on est vraiment, je crois, à la croisée des chemins. Soit on arrive à reparlementariser le régime, même pas parce qu'on le veut, parce qu'on jugerait qu'il faudrait un parlement plus puissant et un président moins puissant, parce qu'encore une fois, c'est inscrit dans la sociologie électorale. Soit on arrive à prendre ce tournant, et si on n'y arrive pas, eh bien ça veut dire qu'à terme, on va probablement vers un forçage du régime qui, in fine, bon an mal an, eh ben, risque de nous conduire sur une pente qui est une pente extrêmement glissante. D'où l'intérêt de ne pas penser que ce que l'on vit, ce n'est qu'une parenthèse, et qu'à partir de là, il faudrait se boucher les yeux et espérer que ça passe en 2027, mais essayer de penser, de construire des stratégies politiques qui permettent demain de s'adapter à un nouveau monde, parce que, à défaut, eh bien, on risque de subir, et on risque de se réveiller à un moment, un matin, avec une république qui portera très mal son nom, et une démocratie qui aurait été mise, si ce n'est totalement au cimetière, au moins sous le boisseau. Et c'est sous cette conclusion fondamentalement optimiste, plein de joie de vivre et de perspectives d'avenir, que je conclue ce propos introductif et que je suis évidemment ouvert à toutes vos questions. Merci Benjamin, merci pour ces propos vraiment roboratifs. Exactement. Voilà, alors on va... Je vous en prie, si vous avez des doses d'optimisme à injecter dans le débat, n'hésitez pas. Je le dis souvent d'ailleurs. Je vous en prie, Yves. Oui, merci beaucoup. Quand on dit que le président n'a pas tant de pouvoir que ça, d'après la Constitution, je voudrais qu'on explique. Ce matin, j'entendais sur France Inter qu'il y avait une discussion, que le président risquait d'avoir des difficultés pour faire toute une série de nominations qui sont en préparation, à la tête des chemins de fer, de la poste, etc. etc. D'où est-ce qu'il tire ce pouvoir de nomination? Parce qu'il y a l'article 13, mais apparemment ça va bien au-delà de ça. Et d'autre part, je vois que des choses qui me paraissent tout de même incroyables. Par exemple, j'ai vu que le dernier patron de l'opéra a été nommé par le président. Mais pourquoi le président nommerait le patron de l'opéra? Surtout que j'ai vu, je regardais sur, dans l'historique du... Oui, je regardais dans l'historique. Avant, c'était le ministre de la Culture qui le nommait, sur la base d'une liste proposée par les professionnels.
Maintenant, c'est le président sur la base d'une liste proposée par le ministre de la Culture, qu'il a pu dicter par avance, en fait. D'où ça sort tous ces pouvoirs et pourquoi, justement, personne ne dit rien? Pourquoi le Parlement ne dit rien? Y a un tas Et alors, aussi, au moment de la dissolution, c'est quand même écrit qu'il faut qu'il consulte au moins 4 personnages de l'État, etc. Or, Attal lui-même dit qu'il n'a pas été consulté, qu'il a été qu'il a été informé quelques minutes avant la dissolution, mais qu'il n'a pas été consulté. Pourquoi donc, on est déjà dans un système où il me semble que la lettre et l'esprit de la Constitution sont complètement violés, mais alors expliquez-moi, si possible, si vous voulez bien, comment c'est possible, toutes ces nominations, et pourquoi on laisse faire, et comment cette dissolution s'est passée, pourquoi les juristes ne disent pas, ben non, ils ne pouvaient pas dissoudre sans consulter ces 4 personnes. Alors, sur le premier aspect, sur l'aspect nomination, il faut bien comprendre que c'est quoi en théorie le rôle du président de la République? C'est un succès d'année de monarque, d'une certaine façon. Et donc, ce président de la République, il va disposer de pouvoir propre. La dissolution, l'article 16, l'article 11 sur le référendum, la nomination du Premier ministre. Là-dessus, il agit sans contrôle. Mais c'est des pouvoirs très limités, c'est des pouvoirs d'exception. On n'utilise pas tous les 4 matins. Pour le reste, il y a ce qu'on appelle les pouvoirs partagés. Les pouvoirs partagés, c'est quoi? Vous êtes en Conseil des ministres, et en Conseil des ministres, il y a un certain nombre d'actes, des décrets, des projets de loi, des décrets de nomination qui vont être soumis. Le président de la République, en théorie, est le gardien de la Constitution. Et donc, il est le gardien de la constitutionnalité de ces décrets. Donc, je suis ministre, je veux nommer le directeur de l'Opéra, ministre de la Culture, j'ai besoin de signer le décret, mais j'ai besoin du contreseing du président de la République. Le contreseing est réputé introduire une forme de garantie. Le président, par sa contre-signature, va dire « Ok, très bien, vous ne nommez pas, j'ai rien contre lui, j'ai pas de problème, Cyril Hanouna à la tête de l'Opéra de Paris. » Et donc, ce faisant, la nomination apparaît à peu près normale, donc je signe. Le président doit, en théorie, être celui qui contrôle. Le problème, évidemment, c'est que sous la 5e, il n'a pas ce rôle-là. Et notamment hors période de cohabitation, eh ben, c'est lui qui va nommer, et il va dire « Toi, la ministre de la Culture, dont j'ai oublié le nom, Cyril Hanouna, je suis. » Et donc, à partir de là, il a un pouvoir relativement discrétionnaire pour les raisons qu'on a données. Il contrôle une majorité, et donc indirectement, il contrôle le gouvernement. En période de cohabitation, il y a des nominations qui vont poser problème. Et on va avoir un certain nombre de nominations qui vont traîner, voire même qui ne vont jamais se produire, parce que les 2 têtes de l'exécutif, notamment, ne vont pas se mettre d'accord. Et donc, ce pouvoir de contrôle théorique devient un pouvoir potentiellement d'empêcher en période de cohabitation pour des raisons politiques, et devient un pouvoir de nomination quasiment directe si vous avez un ministre qui vous dit amen dès lors que vous proposez n'importe quoi. Et donc là, on voit qu'on a une transformation du régime. Mais comme ce n'est pas un pouvoir propre, si jamais vous avez un gouvernement qui ne mange pas dans la main du président de la République, le président de la République ne pourra pas exiger de nommer Cyril Hanouna à la tête du Conseil constitutionnel, de l'Opéra de Paris, etc. Et donc, on a une transformation du jeu et de l'enjeu. Sur votre deuxième question, là, on est dans le domaine des pouvoirs propres. Et on aime à dire le Conseil constitutionnel est le garant de la Constitution. C'est pas vrai. Le Conseil constitutionnel contrôle la constitutionnalité des lois. Celui qui est le gardien de la Constitution, c'est le président. Et en la matière, la position que je vais adopter est très réaliste, au sens doctrinal du terme, mais celui qui interprète le droit, c'est celui qui l'applique. Je suis président de la République. Il est inscrit dans l'article 12 de la Constitution sur la dissolution que je dois consulter le président du Sénat. Qu'est-ce que ça veut dire consulter? Si je m'appelle Charles de Gaulle et que je dois consulter Gaston Monnerville, je le fais venir dans mon bureau, je lui dis un café, vous savez que je vous aime pas, hein. Un café quand même? Non, pas de café. Sachez que vous avez été consulté, je vais dissoudre. À peu près les scènes qui sont racontées dans les mémoires de Monnerville. Si je suis Emmanuel Macron, j'appelle Gérard Larcher, je lui dis Monsieur le Président, je vais dissoudre l'Assemblée, vous êtes informé, et je raccroche. C'est à peu près ce qu'a dit Gérard Larcher, visiblement. Est-ce que c'est une consultation? Est-ce que c'est une information? Est-ce que c'est, excusez-moi l'expression, du foutage de gueule?
celui qui peut en décider, c'est le président de la République. Je parlais tout à l'heure de l'article 16. Quelles sont les conditions qui me permettraient de déclencher l'article 16? Est-ce qu'une absence de budget permettrait de déclencher l'article 16? Moi, je peux vous donner un avis doctrinal. Je peux vous dire, alors a priori, pour déclencher l'article 16, il y a des conditions qui sont des conditions qui sont une menace réalisée et une menace potentielle. Il faut que l'intégrité des institutions sur l'ensemble du territoire soit pas atteinte et que de l'autre côté, il y a un risque pour les engagements internationaux de la France, etc. Bon, très bien. Ça, c'est mon interprétation. Le président s'en fiche. Si jamais il considère un matin que là, la crise Covid, on avait eu ce débat à ce moment-là, l'absence de budget est une condition suffisante pour déclencher l'article 16, il est seul maître d'apprécier ces conditions. Une bonne amie, Eugénie Mériot, que vous n'auriez invité d'ailleurs, très bien Eugénie, qui m'a dit, et j'ai repris ça dans le livre, et je trouve ça, c'est juste en termes de droit, la dictature à la romaine, qui est une magistrature d'exception, qui permet à un individu d'assumer cette magistrature d'exception pour sauver un régime, eu égard à des conditions qui ne permettent pas de fonctionner. C'est ça l'article 16. À Rome, c'est le Sénat qui proclame le dictateur. La France est le seul régime occidental où c'est le dictateur qui s'autoproclame. Au sens, encore une fois, de magistrature d'exception, pas Kim Jong-un. Mais malgré tout, vous voyez les dangers qu'évidemment ça peut impacter. Et donc l'idée que l'idée que là-dessus on aurait une autorité supra-présidentielle qui permettrait de contrôler l'interprétation de la Constitution par le président, c'est une idée qui n'a pas du tout été retenue dans l'extension de la Ve République parce que, encore une fois, tout à l'heure vous parliez d'esprit des institutions. Moi, je combats un peu cette idée, c'est-à-dire que, je crois que vous avez déjà fait le numéro la dernière fois, mais on fait de droit constitutionnel, on fait de la politique, on ne fait pas du spiritisme. Alors les collègues qui disent l'esprit des institutions dit que, bon, en règle générale, quand vous convoquez un fantôme sans pouvoir y croire, c'est que vous avez quelque chose à vendre, hein. C'est le principe des voyants. Mais De Gaulle et Debré ne pensaient absolument pas le régime tel qu'il a évolué. D'abord, on l'a dit, hein, ils ne pensaient pas qu'il y aurait une majorité absolue. Donc, invoquer les fantômes du général de Gaulle ou de Michel Debré pour dire la pensée de la Ve République, c'est évidemment ça, c'est absolument de l'arnaque. Et en l'occurrence, il pensait, même si De Gaulle envisageait un président puissant, Debré voulait un régime à la britannique. Mais même si De Gaulle voulait un président puissant, il n'envisageait absolument pas à l'origine le président omnipotent de la suite de la Ve République qui lui permettrait eh bien, d'avoir absolument tous les leviers. Ça, c'est quelque chose qu'il construit lui-même, hein, mais qu'il construit après 62. Et donc, voilà, je crois que là-dessus, il faut être extrêmement prudent, mais ça montre qu'en effet, un président demain mal intentionné a des marges de manœuvre extrêmement importantes. Et que vous pouvez avoir toujours des constitutionnalistes qui manifestent sous le flou en disant pas content, pas content, pas content, la Constitution a été violée. In fine, ils n'ont aucun pouvoir sur son interprétation. Alain. Est-ce qu'on peut imaginer ce qui se passerait si le cordon sanitaire contre le Rassemblement national, à la fois sur le plan électoral et dans l'esprit d'un certain nombre de dirigeants de partis politiques, si ce cordon sanitaire sautait, usé, il commence à l'être? Oui. Alors, est-ce qu'il peut sauter d'un point de vue électoral? La réponse est probablement oui. Il est facile de juger ex post Éric Ciotti en disant « T'as passé ta vie à vouloir être ministre de l'Intérieur. T'aurais pu, si tu n'avais pas franchi le pas à ce moment-là. Résultat, Bruno Retailleau t'a piqué ta place. » Très bien, mais en fait, si je suis cynique et si je ne me positionne absolument pas du côté des valeurs, uniquement de l'analyse électorale, l'analyse d'Éric Ciotti, elle est parfaitement rationnelle. Comment arriver à tenir un groupe politique quand une grande partie de votre électorat et de vos circonscriptions ont passé au Rassemblement national? D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de la proportionnelle. C'est intéressant la position des LR sur la proportionnelle. LR pourrait avoir intérêt à la proportionnelle. Ils gagneraient des sièges, en fait, notamment en milieu urbain. Seulement les députés LR, ceux qui sont vraiment là à l'Assemblée, eux, ils n'y ont pas intérêt. Pourquoi? Parce que c'est deux auto-entrepreneurs.
ils n'existent que par leur circo et leur ancrage territorial. D'ailleurs, les derniers qui tiennent par leur ancrage territorial. Aujourd'hui, les Français n'aiment peut-être pas les partis, mais ils n'ont jamais autant voté pour des étiquettes. Mais eux, ils tiennent par leur ancrage territorial. Et donc, ils savent que si on change de mode de scrutin, le parti ne mourra pas, mais eux, si. Et donc, si LR tient, en faisant quand même un moins bon chiffre que la dernière fois, c'est grâce à ça. Et ça ne tient pas très longtemps. Ça ne se transmet pas à un successeur, et par ailleurs, c'est de plus en plus fragile. Donc, le calcul de Ciotti, du point de vue stricto sensu électoral, il n'est pas fou. Il est même plutôt rationnel. Et encore une fois, je dis ça sans forcément l'approuver ou dire c'est bien, mais si je suis uniquement calculateur et cynique et que je me penche sur la carte électorale, voilà. Deuxième élément, donc chez les partis, à terme, ça peut sauter. Et ensuite, d'un point de vue électoral, ça a déjà en grande partie sauté. Ça a sauté à deux endroits. D'abord, il faut comprendre que le RN a percé dans des catégories dans lesquelles il était absent. Il a percé chez les retraités, il a percé chez les CSP+. Et c'est pas parce que Bardella a des lunettes et une nouvelle barbe, je suis pas sûr de ça. C'est tout bêtement, et c'est pour ça que c'est structurel, parce que les retraités d'il y a 10 ans ne sont pas les retraités d'aujourd'hui. Il y a des évolutions démographiques. Les retraités qui votent RN aujourd'hui, ils votaient RN il y a 10 ans, sauf qu'ils étaient actifs. Et les retraités les plus âgés ne votent toujours pas RN. Autrement dit, on ne peut pas penser la catégorie retraitée comme étant une catégorie fixe. C'est une catégorie qui évolue. De même, quand on dit aujourd'hui, en fait, l'électorat communiste vote RN. Ceux qui naguère votaient communiste votent aujourd'hui RN. C'est pas vrai. C'est les enfants des électeurs communistes qui votent RN. On a tendance souvent à penser la sociologie électorale comme un truc stable. Mais non, la population évolue. Et donc, les retraités vont de plus en plus voter RN. Parce qu'en fait, c'est des gens qui votaient déjà RN. Sauf qu'ils vieillissent, ils partent à la retraite. Et donc ça, vous n'allez pas leur dire « Non mais attends, tu as connu quand même la Première Guerre mondiale, et comme tu as connu la Première Guerre mondiale, tu ne peux pas faire ça. » Non, ils n'ont pas connu. Et donc, si vous voulez, c'est des nouveaux retraités. Et donc, ils n'ont aucun tabou. Les CSP+, qui étaient également allergiques au Rassemblement national, bah, vous avez aujourd'hui un sentiment de déclassement d'une partie des classes moyennes. Classe moyenne intermédiaire, classe moyenne inférieure, voire classe moyenne supérieure. Je ne vois pas la situation économique s'arranger à court terme qui ferait que tout d'un coup, génial, on rentre dans les 30 glorieuses. Donc eux, ils vont continuer aussi à se dire qu'ils vont voter RN. Et donc, on peut toujours partir du principe, etc. Structurellement, il y a une porosité qui s'installe. Ensuite, le Front républicain, il a marché la dernière fois, mais il n'a pas si bien marché. Ou plutôt, il a marché dans les bonnes circos. La gauche est concentrée dans ses fiefs. Dans ses fiefs. Donc, dans l'urbain et dans les grandes métropoles et dans les banlieues, l'AFI s'est payé le luxe d'avoir des seconds tours, l'AFI contre l'AFI d'ici long. Voilà, donc concentration dans les fiefs. L'électorat de gauche a fait Front républicain. Mais l'électorat centriste, non. Donc, très peu. Alors, tout à l'heure, on parlait de socialistes. Si je suis un député socialiste et qu'on me dit « T'inquiète pas, la prochaine fois, on ne t'enverra pas de candidat macroniste contre toi ». Je regarde les chiffres la dernière fois, je vois qu'en cas de second tour RN contre moi, il y a moins d'un électeur sur deux de macronistes qui a voté pour moi. Donc j'ai peur. D'autant qu'il y aura probablement un LR pour me casser les pieds. Donc, ce faisant, je ne parie pas sur ces reports de voix. Seulement, dans les circos de gauche, ça avait peu d'importance, étant donné que ce sont encore une fois des circos fiefs. Dans le périurbain et dans le rural, là où le RN et le centre se sont battus, l'électeur de gauche, lui, a fait barrage. Donc, le Front républicain, aujourd'hui, ça ne tient que sur un truc, sur le fait que les électeurs de gauche votent encore pour les centristes en cas de second tour contre le RN. Seulement, quelle est la stratégie de Marine Le Pen là? C'est de dire, toi électeur de gauche, la dernière fois, tu as fait élire François Bayrou, le type qui en fait préfère s'appuyer sur moi que sur toi.
C'est qui a fait passer Richard Ferrand? C'est Bibi. C'est qui a fait passer un budget? Bah, c'est aussi Bibi. C'est qui est plus considéré que toi? C'est quand même nous. C'est qui parle de submersion migratoire? Ça, c'est d'extrême droite, hein, t'aimes pas? Bah, c'est François Bayrou. C'est qui a fait passer la loi immigration avec la préférence nationale? C'était des centristes. Donc la prochaine fois que tu vas faire barrage, bah, pense-y à 2 fois, parce qu'en fait, tu soutiens des gens qui me préfèrent moi à toi. Et ce logiciel-là, évidemment, Marine Le Pen appuie bien dessus, et électoralement, cyniquement, encore une fois, c'est pas idiot, parce que derrière, l'idée, c'est pas que les électeurs de gauche, ils vont dire « Non mais la prochaine fois, j'allais voter Rennes, hein, parce que franchement, les centristes, j'aime pas. » Non, c'est que l'électorat de gauche, il aura aquaponé, piscine et promenade en forêt, le jour du second tour entre le centre et le RN. Et là, ça peut passer. Et tout à l'heure, quand je disais que le mode de scrutin majoritaire à 2 tours ne menait pas des majorités, le seul parti qui, compliqué, mais pourrait envisager une majorité à mode de scrutin constant, c'est le RN. Parce que sa répartition électorale, sa géographie électorale, lui permet de l'espérer. C'est pas facile, c'est moins efficace pour lui qu'une proportionnelle avec une prime majoritaire de 25%. Là, en effet, s'il fait 25%, ce qui est dans ses capacités, il peut obtenir sans trop de problèmes une majorité absolue, mais c'est jouable. Et donc, dans ce cadre-là, en effet, on a un front républicain qui aujourd'hui est très très affaibli. Autre question optimiste? Je vous en prie. Oui, Philippe, oui. L'analyse que vous développez sur le devenir des institutions, ça me fait penser à ce que disait François Mitterrand, savoir que les institutions sont dangereuses. Elles peuvent devenir dangereuses, puisqu'on peut sortir d'un régime républicain, d'un régime démocratique. Et un aspect des choses, vous nous avez expliqué que la tactique de Mélenchon, c'était d'arriver au pouvoir. Et d'arriver au pouvoir, mais s'il n'a pas de majorité, ne sera-t-il pas tenté de vouloir faire une 6e République, comme ça a été souvent la Marotte? Alors, si vous prenez le programme de la France Insoumise, ils sont clairs, hein, ils veulent établir une 6e République. Est-ce qu'ils iraient jusque-là? C'est le problème de la 5e République, c'est que c'est une drogue dure. Vous dites, je veux changer le système. La gauche, chaque fois, prône la proportionnelle, la réforme des institutions. Et ensuite, quand vous arrivez aux manettes et que vous avez tous les pouvoirs, c'est quand même super pratique. Et là, heureusement, vous avez un bouc émissaire tout trouvé. Je fais ma thèse sur le Sénat, donc j'ai un syndrome de Stockholm, mais je vous l'ai déjà dit, c'est le Sénat. Vous savez, je voulais vraiment mettre en place la proportionnelle. Pas dans la pension, c'est juste une loi ordinaire, donc c'est une excuse. Je voulais développer le référendum, etc. Mais Gérard Larcher est méchant. Il a dit non. Et donc la gauche veut réformer les institutions chaque fois qu'elle arrive au pouvoir, et finalement, elle a un bilan, en règle générale, encore plus maigre que la droite. Avec toutes les imperfections qui ont été les dernières réformes de la Constitution, notamment en 2008, c'était quand même une majorité de droite. La gauche trouve des bonnes excuses pour ne rien faire. Donc, parce que c'est aussi tentant, je veux dire, vous arrivez au pouvoir, il faut comprendre ça, vous arrivez au pouvoir, vous avez la capacité, vous n'avez pas de contre-pouvoir, donc vous pouvez réellement changer les choses. Il faut avoir une sacrée dose d'abnégation pour dire, j'ai tous les pouvoirs, mais je vais me créer un contre-pouvoir qui va m'enquiquiner, m'empêcher d'appliquer mon programme. La proportionnelle, c'est intéressant, souvent c'est dans les programmes présidentiels, y compris d'ailleurs celui de Macron. Seulement, moi, président de la République, je suis élu, je compte être réélu. Si je suis réélu avec la proportionnelle, je ne suis plus rien. En tout cas, je me retrouve dans une situation où j'ai plus de majorité. Et j'ai pas envie de ça. Donc je garde ça pour mon second mandat. Pour laisser le cadeau à mon successeur. Résultat, on ne le fait jamais. Sauf quand on envisage une bérésina électorale probable, type 1986. Mais sinon, j'oublie. Donc, dans ce cadre-là, vous voyez qu'il y a des forces d'inertie. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon irait vers une 6e République? S'il n'a pas de majorité, peut-être. S'il en a une, peut-être plus tard. On verrait, hein, je ne fais pas de procès d'intention, je ne sens pas les reins et les cœurs, mais force est de constater que jusqu'à présent, il y a eu cet effet qui a été cet effet d'inertie très fort sous la 5e. De l'autre côté, vous citiez François Mitterrand, oui, mais là encore une fois, le vrai danger, je pense, c'est de se retrouver dans une situation de blocage où le président, voulant montrer qu'il est quand même puissant et fort, est contraint de forcer les institutions. Prenez la réforme des retraites.
La réforme des retraites, Emmanuel Macron n'a pas de majorité. En même temps, je veux dire, on peut leur reprocher ce qu'il veut, c'était dans son programme, bon, il n'a peut-être pas été élu pour ça, quoi qu'il en dise, mais il a été élu avec ça. Très bien. Il dit, légitimité fondée sous la Ve République, j'ai été élu, c'était dans le programme, les Français m'ont fait confiance, j'applique. Seulement quand je suis président de la République et que je dis, je vais faire une réforme des retraites dans mon programme, en fait, je parie sur le fait que j'aurai une majorité. Mais ce n'est pas de mes compétences. Le seul contact entre un président de la République et moi, c'est quand il a promulgué. En droit, c'est tout aussi absurde que si je disais, en tant que maire de la plus belle ville du monde, c'est-à-dire Clermont-Ferrand, moi, maire, vous ne voyez pas, maire de Clermont-Ferrand, je vais construire un nouveau porte-avions nucléaire. On va me dire, t'es bien gentil, on va pas vraiment voter pour toi, et puis par ailleurs, c'est pas vraiment dans les compétences de la commune. Mais si, mais non, je t'assure. Un président qui dit, je vais faire une réforme des retraites, ou je vais faire une loi immigration, ou je vais faire je ne sais quoi, et ben, en fait, il ne ment pas, parce que s'il a une majorité, il pourra le faire, mais il présuppose le fait qu'il aura une majorité pour le faire. Sinon, c'est pas dans ses compétences. Qu'est-ce qui se passe avec la réforme des retraites? Macron dit, j'ai été élu pour faire cette réforme. Il n'a pas de majorité derrière. Soit il considère que j'ai pas de majorité, je suis désolé, et donc à partir de là, je reconnais que le roi est élu, et donc on va pas le faire parce que ben, je peux pas. Compliqué pour quelqu'un qui a été élu au suffrage universel direct sur un programme. Soit je fais rentrer les ronds dans les carrés. Et là, j'utilise un forçage institutionnel, j'utilise, je ne vais pas vous faire toute la procédure, mais un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, ça n'a pas été fait pour ça. J'utilise un 49 3 en revenant sur les conventions qui faisaient qu'on ne retenait pas les amendements. Le texte qui est soumis au Sénat et pas le texte qui avait été soumis à l'Assemblée. Le truc aurait dû être censuré 10 fois hein, sur la question de la politisation du Conseil constitutionnel. Là, il n'y a pas vraiment photo. Alors, pour discuter sur quel degré de politisation et sur pourquoi. Peut-être pas de la politisation politicienne, mais c'est une vision politique de la décision. L'article 38 du règlement du Sénat, c'est du grand n'importe quoi. Et on peut dire, non mais, ok, très bien, mais c'est Macron. Je ne porte pas fondamentalement dans mon cœur, ni je déteste Emmanuel Macron, je ne suis pas là pour prendre des positions sur la personne. Mais ça aurait été Sarkozy, Hollande ou Tartampion, ça aurait été pareil. J'ai été élu pour faire une réforme, je n'ai pas les moyens de la faire. Si je ne veux pas reconnaître mon impotence, je suis obligé de forcer le truc. Mais en forçant le truc, eh bien, je force les institutions et je transforme peu à peu en instrument des dispositions juridiques dont j'impose une interprétation qui devienne, on y revient, de plus en plus illibérale. Et donc là, il y a un danger. Et ce danger-là, ben, on l'a expérimenté un peu de 2022 à 2024, on l'a expérimenté beaucoup depuis 2024, et si jamais on rentre en crise structurelle, on risque de le voir de plus en plus poindre. Pardon? On risque de le voir de plus en plus poindre. Désolé, hein, la voix est un peu enrouée. Olivier. T'en prie, Olivier. Le modèle que vous développez, c'est-à-dire celui d'un changement de système électoral, la proportionnelle, avec ses 50 ou 80 formes, bon, on voit bien ses avantages, c'est-à-dire qu'effectivement, elle représente mieux le pays que le système majoritaire, d'une certaine manière. Et puis, deuxièmement, elle libère les partis des systèmes d'alliance, et donc elle facilite les coalitions. Mais on en voit aussi les conséquences dans les autres pays, c'est-à-dire que faire des coalitions, surtout quand on est en Allemagne, donc on commence par le programme avant de regarder la composition du gouvernement, ou quand on est en Belgique et qu'on prend 6 mois, 8 mois, 1 an pour constituer des gouvernements, l'inconvénient c'est qu'on met du temps à constituer tout ça. Or, le monde qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas le monde d'hier. C'est un monde dans lequel les risques de guerre, de conflits militaires graves, etc., commencent à se poser très sérieusement. Et il suffit de voir ce qui s'est passé ces dernières semaines avec le changement de pied américain, etc. Donc, des gouvernements qui mettent des mois à se former pour se mettre d'accord dans des programmes, alors que les menaces sont considérables en Europe et ailleurs, est-ce que c'est totalement souhaitable? Alors, et je rajoute un petit codicile, est-ce que le mieux, c'est pas d'espérer plutôt le retour au système majoritaire, enfin au système bipolaire que vous évoquiez tout à l'heure,
Vous disiez, ce système, il reviendra peut-être, mais il mettra du temps. Est-ce si sûr? Et là, j'interroge un peu la sociologie électorale. Quand on regarde l'évolution des votes en faveur du Rassemblement national depuis une vingtaine d'années, 5, 10%, 15%, 20%, on n'est pas loin de 30 là, au premier tour des dernières élections. Si ça continue, et il y a beaucoup de circonscriptions où les députés RN ont été battus à quelques pourcentages. Les députés qui ont été battus à 49% ou à 48%. Prolongeons la courbe, 2027. Si le Rassemblement national passe à 34, 35, quel est le bon chiffre pour emporter le système? On retombera à ce moment-là dans un système majoritaire. Donc, les deux questions, c'est est-ce que votre système, du moins la perspective que vous dessinez, est viable dans une période aussi grave que celle qu'on connaît aujourd'hui en Europe, où on a besoin de gouvernements qui gouvernent et de gouvernements qui réagissent vite? Et deuxièmement, est-ce que le problème ne va pas se résoudre de lui-même et beaucoup plus facilement par un retour au système bipolaire? Alors, je vais peut-être commencer par le deuxième aspect de votre question. Le seul parti politique que j'ai évoqué tout à l'heure aujourd'hui qui pourrait disposer d'une majorité absolue, c'est en effet le RN. Le problème par rapport à ça est double. Le premier problème, c'est que c'est vrai du côté du RN, c'est pas vrai en face. En d'autres termes, entre l'électorat centriste et l'électorat LFI, il n'y a aucune porosité et alliance possible. L'électorat centriste aujourd'hui, il est plus anti-mélenchoniste qu'il est anti-Le Peniste. Donc si jamais on part de ce principe-là, ça veut dire que le RN peut arriver au pouvoir, ok, on tacte, on est pour, on est contre, mais que l'alternance apparaît très très difficile à envisager. Le deuxième élément, et là on en revient un petit peu à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que la cinquième confond stabilité politique et stabilité parlementaire. Prenez 2017. 2017, les macronistes font 17% des inscrits au premier tour. Et ils ont 60% des députés. Ça veut dire que vous avez une stabilité parlementaire, youpi. Mais ça veut dire que derrière, vous avez des gilets jaunes. Et que vous gouvernez avec moins de 2 électeurs sur 10. C'est pas facile quand vous êtes au centre. Imaginez quand vous êtes au RN. Ou quand vous êtes mélenchoniste. Ça devient très compliqué. Et donc, vous avez de la stabilité parlementaire, mais vous avez un pays qui explose comme une cocotte minute. Et donc là-dessus, je pense que justement, ça peut être un facteur d'instabilité. Le deuxième élément, et le deuxième volet de votre question, oui, ça prend du temps. Oui, 2 mois, c'est long. Mais si vous ne les prenez pas, vous faites une Michel Barnier. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe avec Michel Barnier? Outre le fait qu'il a géré la procédure parlementaire comme une quiche. Mais en même temps, il n'est pas aidé. Vous avez un Emmanuel Macron qui dit on va attendre 2 mois, parce que les Jeux Olympiques et tout, c'est des choses sérieuses, le gouvernement. Bon, très bien, c'est pas très habile. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il réunit les différents groupes politiques autour de lui. Pas de spoiler, hein, je nommerai qui je voudrais nommer. Et dit surprise, j'ai nommé Michel Barnier. Vous n'étiez pas au courant, c'est pas grave. Les LR, compliqué de censurer, hein, il vient de vos rangs. C'est rigolo. Michel Barnier trouve un programme, fait un budget, débrouille-toi. Résultat, vous avez ce pauvre Michel Barnier qui se retrouve avec une absence de coalition, qui doit faire passer rapidement un budget, avec Gabriel Attal qui veut sa peau, Gérald Darmanin qui veut sa peau, Édouard Philippe qui veut être président, Laurent Wauquiez qui veut être président, et François Bayrou qui veut également être président et accessoirement peut-être ensuite Premier ministre. Allez gérer ça et allez faire un budget avec ça. Évidemment, ça tombe. Comment ça se passe en Allemagne? Vous prenez 2 mois, mais à la fin, vous avez un contrat de coalition qui inclut le budget et quelque chose de relativement cohésif. Ça prend 2 mois, mais ça dure 5 ans. En revanche... Avec les libéraux, ça n'a pas duré 5 ans. Ça n'a pas duré 5 ans, mais c'est intéressant la dernière chute du gouvernement Scholz. C'est-à-dire que là, vous avez typiquement cet élément qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire une mise sous pression des centres
qui finissent par avoir des intérêts fondamentalement divergents. Et ça, c'est une instabilité au sein de l'Occident qui risque d'être structurelle. Mettre en alliance les Grünen, le FDP et le SPD, c'est forcément fragile. Et donc là, on a l'autre phénomène qu'on évoquait, qui est un phénomène d'instabilité chronique, quoi qu'il arrive, c'est cette compression des centres. Mais en règle générale, et là, CDU-CSU et SPD, ça durera a priori sans trop de problèmes, vous retrouvez ensuite un gouvernement stable qui permet à un chancelier allemand de dire c'est bien, vous avez bien amusé les Français, vous étiez en roue libre sans homme fort à la chancellerie, maintenant l'Europe c'est nous. Alors il vaut mieux du temps. Et on dit beaucoup d'ailleurs, on a une forme d'illusion là-dessus, on dit non mais vous comprenez, à l'international on a besoin d'un président fort qui peut tout faire. En fait, au niveau européen, si on est le dindon de la farce, c'est souvent là-dessus. Merz, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arriver dans les négociations européennes, il va dire oui, donc je peux pas parce que le Bundestag il va dire non. Donc à partir de là, rangez-vous à mes conditions. Alors qu'Emmanuel Macron, pendant 5 ans, de 2017 à 2022, certes il pouvait tout, mais il pouvait tout céder également. Et donc en règle générale, celui qui peut tout céder et celui qui cède tout, celui qui ne peut rien céder parce qu'il a Karlsruhe sur le dos et le Bundestag de l'autre, eh bien se retrouve dans une situation où on est obligé de s'aligner sur ces conditions parce que sinon il n'y aura pas d'accord. Vous avez un Emmanuel Macron qui rentrait à Paris en pérorant mais en étant tout nu, et une Angela Merkel qui rentrait à Berlin de manière modeste, mais en n'ayant rien perdu en ayant tout imposé. Bien sûr. Donc là, il faut sortir également de cette vision complètement, je dirais, mythifiée d'un président français qui, parce qu'il serait omnipotent, serait tout d'un coup tout puissant. Les accords de coalition, au niveau international, ça vous garantit, parce que, paradoxalement, dans une négociation internationale, celui qui est le plus empêché, mais dont on a besoin, ben, c'est celui qui pose ses conditions. Parce que sinon, on a des présidents qui déclarent la guerre à toute vitesse, comme ça nous est arrivé plusieurs fois. Et il y a le jeune homme derrière. Alors, pardon, oui, je t'en prie, Pierre. Alors, moi, j'aurais 2 questions. Une de sociologie électorale et l'autre de doctrine juridique. Alors, sans vouloir faire du chrony, évidemment, mais dans votre exposé, vous avez parlé donc de cette instabilité qui était née d'un constat de tripolarisation actuelle. Est-ce que vous estimez que ce qui s'est passé en 2017, c'est-à-dire le phénomène Macron, c'est quelque chose qui a fait véritablement exploser le système bipartisan, mais qui aurait pu être évité, ou est-ce que c'était juste un accélérateur d'un phénomène qui était appelé sociologiquement à se produire? Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième, c'est qu'en est-il de l'état de la doctrine sur la fameuse question de la capacité d'un président démissionnaire ayant fait 2 mandats à éventuellement se présenter pour un 3e après démission? Alors, sur le premier aspect, je pense que c'était un accélérateur. Enfin, la polarisation politique et la désaffiliation partisane, on la voit encore une fois dans l'ensemble du monde occidental, et elle est liée à des transformations démographiques et de démographie électorale qui font que les nouveaux électeurs ont une entité politique moins grande et vont voter essentiellement sur des enjeux avec une polarisation plus forte. Reprenons sans vote décentré le cas allemand. Plus vous montez dans l'échelle d'âge, plus vous avez de chance de voter CDU, CSU et SPD. Plus vous descendez, plus vous avez de chance de voter AfD ou Die Linke. Donc on voit là-dessus que les transformations électorales, la désaffiliation des grandes formations politiques et du clivage droite-gauche traditionnel, elle est en fait liée à une évolution des comportements politiques dans l'électorat qu'on constate dès le début des années 90 avec des ruptures, notamment avec les grands débats sur les traités européens qui ont vraiment été des moments de rupture dans la manière dont on pouvait concevoir une forme de bipolarisation droite-gauche dont il ne faut pas penser encore une fois qu'elle est structurelle. C'est-à-dire que au début de la Ve République, cette bipolarisation droite-gauche, elle n'est pas si évidente. Le gaullisme va chercher à gauche. Et l'idée, d'ailleurs, les gaullistes peuvent refuser, il y a une vraie bataille au début de la Ve République sur qui va au centre. Les gaullistes veulent être au centre, parce qu'en fait, ils se disent ni de droite ni de gauche.
Et donc, c'est vraiment le tournant pompidolien qui ancre le gaullisme à droite. Mais en soi, c'est pas si évident à l'origine. À la fois du point de vue de la sociologie électorale et du point de vue du discours politique des acteurs politiques. Alors déjà, le mandat de Gaulle sur les sujets économiques est quand même plutôt à droite. Récemment, c'est Pompidou qui assume ça. Sur l'autre aspect, d'un point de vue doctrinal, on est à peu près tous d'accord que c'est 2 mandats successifs, nonobstant le temps. Hein. Alors, certains ont un petit peu déliré sur le fait que le président de Polynésie française avait pu se présenter une 3e fois, alors qu'il y a également une règle de 2 mandats successifs, mais la loi organique relative à la Polynésie prévoit 2 mandats de 5 ans successifs. Or là, il n'avait pas fait 5 ans. Le président de la République, dans la Constitution, on prévoit bien 2 mandats successifs. Alors après, c'est l'interprétation quasiment unanime de la doctrine. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai plus de collègues qui défendent notre interprétation. On a eu un débat entre nous, mais très rapide, au moment de cette affaire polynésienne. Après, c'est ce qu'on évoquait sur le président de la République. Si demain, Emmanuel Macron se représente et que le Conseil constitutionnel qui a enregistré candidature juge que, ok, ben on fera tous des manifs, hein, mais en soi, voilà. Après, clairement, le sujet est tellement sensible et il y a une telle unanimité que je vois quand même pas le Conseil constitutionnel acter ça. En revanche, c'est 2 mandats successifs. Aux États-Unis, d'ailleurs, d'où les campagnes Trump x3, mais aux États-Unis, c'est 2 mandats secs. Hein. Donc là, Trump ne peut en théorie pas se représenter. En France, un Emmanuel Macron qui passerait 5 ans au vert à compter les pâquerettes et à écrire ses mémoires pourrait revenir en 2032. Ça, constitutionnellement, il n'y a pas de problème. Dieu nous préserve. Et moi, j'ai bien plus peur qu'Alain de Emmanuel Macron et de l'article 16 et de sa perversité psychologique que du RN. Je vous le dis. Alors, moi, je vais être très clair là-dessus. Ce que je dis souvent, et je crois que je vous ai déjà fait le numéro, mais mon boulot à moi, en tant que politiste et constitutionnaliste, c'est d'apprécier les cadres constitutionnels et juridiques et de tenter de comprendre ce que des acteurs rationnels peuvent faire dans ces cadres juridiques et constitutionnels. Rationnel. C'est la limite de mon analyse. Je n'irai pas au-delà. Je fais partie des gens qui assument ne pas avoir prévu la dissolution. Parce que je ne trouve pas ça fondamentalement rationnel sur papier. Voyez. Donc voilà, ça peut arriver. Voilà. Emmanuel Macron ou d'autres, hein, la rationalité n'est pas forcément quelque chose de politiquement très conçu, mais personnellement, je ne suis pas capable de mesurer le degré d'irrationalité pour tenter de comprendre les comportements irrationnels. Donc, il y a un élément que vous n'avez pas évoqué, que vous évoquez à la fin du livre, qui est mi-rationnel, mi-parationnel, c'est le pouvoir ou le contre-pouvoir de la rue. Oui. Parce que dans toutes les phases de dérive illibérale, etc., il peut aussi y avoir des réactions. Oui. On vit en France au rythme quand même assez régulier de très très grandes manifestations. Oui, mais je vais encore un peu vous déprimer. Mais comme vous m'avez lu, vous le savez, le pouvoir de la rue, dans notre conception institutionnelle française, il n'a pas toujours été rejeté. Hein. La Déclaration des droits de 93 dispose que, et c'est pas d'ailleurs un truc uniquement montagnard, il y avait la même chose dans la Constitution girondine. Quand le gouvernement viole le droit du peuple, l'insurrection est pour le peuple le plus indispensable et le plus sacré de tous les devoirs. En d'autres termes, l'insurrection n'est pas un droit, c'est un devoir dès lors que la Constitution est violée. Et donc, la première conception des républicains, c'est que le peuple est le gardien de ses propres libertés et qu'il a le devoir de les garder. Force est de constater tout de même, vous parlez de dérives illibérales, que ces dérives illibérales, et je le regrette, hein, mais ne sont pas si impopulaires. Viktor Orban est au pouvoir depuis plus de 20 ans. Ça va bien pour Giorgia Meloni. Hein. C'est la seule dirigeante européenne qui a fait un carton aux dernières élections. Oui. On verra ce qu'il en
va de Donald Trump, mais en fait, et on avait déjà eu ce débat, mais on est dans une crise, là j'aborde le volet institutionnel parce que c'est celui sur lequel je suis compétent, mais on est dans une crise politique qui est multifactorielle, et l'un des éléments majeurs de cette crise politique, c'est le sentiment que le politique ne peut pas agir sur le réel. Si le politique est considéré comme ne pouvant pas agir sur le réel, soit je me replie sur mon petit nombril, je m'abstiens, soit je me replie sur ma petite communauté, et c'est le communautarisme ou le localisme, soit je considère que le problème, c'est que le politique est engoncé, que le politique est empêché, et qu'il faut un caudillo, un populisme, un régime autoritaire qui bouscule la chose. Et donc, quand on prend les enquêtes d'opinion aujourd'hui, l'idée qu'il y aurait quelqu'un qui turbulerait le système, eh bien, est plutôt populaire. C'est pour ça que se draper dans l'état de droit en disant l'état de droit c'est important, etc. Oui, c'est bien, enfin je veux dire, on se fait plaisir en tant que constitutionnaliste, mais quand vous avez la dernière loi immigration qui est censurée pour des raisons de cavalier législatif, qu'est-ce qui se passe? On dit, vous n'êtes pas content, à tort ou à raison, la politique migratoire, à droit constant, on ne peut rien faire, et donc il faut mettre la Constitution aux orties. Et c'est ce danger, cette tension-là, qui aujourd'hui risque de nous pendre au nez, avec demain quelqu'un qui dit, bah, écoutez, voilà, moi j'arrive au pouvoir, et en effet on va violer le droit. Mais derrière, ce que vous voulez, en matière d'immigration, etc., eh bien je le pourrai. Et cet argument-là, il est extrêmement, extrêmement dur à contrer. Et donc là, il y a une réflexion à avoir sur aujourd'hui comment est-ce que on envisage le rapport entre le droit et l'efficacité politique, à défaut de quoi, le vrai risque, c'est que demain, eh bien, la foule se mobilise contre l'état de droit et qu'on jette en fait les fondements républicains et constitutionnels du régime avec l'eau du bain de quelques dispositions qui auront peut-être été d'ailleurs parfois interprétées de manière problématique par le juge. Hein. Le juge n'est pas parfait, on a le droit de critiquer le juge. Hein. Le respect de l'état de droit, c'est pas l'absence de critique du juge. On voit notamment à Ronald Dworkin qui montre bien que heureusement qu'on critique le juge parce qu'il ne peut pas y avoir de pouvoir sans contre-pouvoir. Le respect de l'état de droit, c'est le respect de la chose jugée. En d'autres termes, quand il y a une décision de justice, on la respecte même si elle ne nous plaît pas. Mais pour qu'on continue à la respecter, il faut que la légitimité du système soit assez forte pour qu'il soit encore soutenu. Le jour où il ne l'est plus, eh bien à ce moment-là, c'est quoi une révolution en droit? Quoi la définition juridique de la révolution? C'est quand je considère que la Constitution n'est plus la Constitution. Quand je considère que le droit n'est plus le droit. Quand je considère que pas de code pénal à côté de moi ou de Constitution, mais que c'est juste un livre. C'est plus de la norme. Le droit, c'est fiduciaire. Le droit, c'est du droit parce que j'y crois. Si je sais y croire, bah, c'est que du papier. Et donc, on ne peut pas dire le droit forcément va s'appliquer. Si jamais il n'y a pas de consensus social sur l'application de ce droit, il cesse d'être un instrument de régulation et à ce moment-là, on rentre dans la barbarie. Et il faut, je crois, là-dessus être extrêmement, extrêmement vigilant. Aujourd'hui, on atteint quand même une forme de point de rupture où pour beaucoup de nos concitoyens, eh bien, le droit n'est pas un instrument, n'est pas une protection. Le droit est devenu une gêne. C'est lié à une instrumentalisation politique qui est faite contre le droit. C'est parfois lié également, parce que le droit n'est pas parfait, à des dispositions juridiques qui sont absurdes. Mais il y a demain un vrai enjeu, la preuve par Trump. Merci Benjamin Morel pour ces réflexions stimulantes, comme on dit dans les collèges.